Bonjour, bonjour! Et bonjour aux personnes qui nous écoutent en replay. Oui, je commence cette fois-ci par saluer les gens qui nous écoutent en replay. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas, les personnes qui m'écoutent en live, à me dire dans le chat qui devrait être à votre droite si vous m'entendez bien, si ça fonctionne bien, juste pour être certain. Et dites-moi donc, euh, si vous avez déjà fait de la publicité en ligne, tiens, pour me confirmer que ça fonctionne, là, je vois qu'il y a plein de gens, super, on est presque une centaine déjà. Dites-moi dans le chat, avez-vous déjà fait de la pub? Puis est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a donné les résultats que vous souhaitiez? Est-ce que c'était correct? Est-ce que c'était complètement catastrophique? Ça l'arrive aussi. Je serais curieux d'avoir vos petits retours le temps que tout le monde se connecte. Il y a des gens qui me disent oui, je fais souvent de la pub, d'autres non jamais. Pierre, il dit correct entre les deux. Donc, c'est parfait. Nancy aussi, c'était juste correct. Euh, Si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à rafraîchir la page. Si jamais ça bug, si jamais il y a quoi que ce soit, on rafraîchit la page et ça devrait fonctionner là, si jamais des bugs d'Internet, quoi que ce soit. Ça peut se produire. Bon, ben parfait. Je vois qu'il y a plein de monde dans le chat qui me disent oui, mais tout évolue rapidement, donc on se met au goût du jour pour optimiser tout ça. Ça a marché une fois en avril et ça ne fonctionne pas depuis la semaine passée. Ça, c'est vraiment frustrant, Martin, ce que tu t'écris quand nos résultats étaient bons, puis là, c'est en train de soit se réduire, soit des fois complètement s'arrêter. J'aurai sûrement pas toutes les réponses pour vous dans ce webinaire, mais je vais essayer d'y aller le plus possible sur les éléments qui sont importants et qui ont vraiment un impact côté, aujourd'hui, on parle de structure de campagne. Clairement, il y a plein de choses à parler en pub, il y a plein de choses qui peuvent expliquer des bons et des mauvais résultats, mais la structure de campagne, c'est comme notre bonne base, puis sans structure, on n'a rien. Et ça a beaucoup, beaucoup changé dans les 6 puis dans les 12 derniers mois, vraiment, mais on va voir un peu où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, comment bien le faire. Puis c'est là-dessus, sur cette base-là, que tout se construit. Donc j'espère que ça va pouvoir vous aider. Il y a Stéphanie qui dit j'ai débuté il y a 3 mois une campagne de lead et c'est intéressant. Tant mieux. On aime ça quand c'est intéressant. Si jamais tu as des questions pendant le webinaire et que tu m'écoutes en direct en ce moment, n'hésite pas à les garder pour la fin. Ça va être un peu plus simple. Je vais garder une belle période. On va répondre à toutes les questions. Si jamais tu nous écoutes en replay, évidemment, il y a la boîte de commentaires en dessous de la vidéo. Puis comme ça, ben, je vais y répondre dès que possible, évidemment. Donc, je vais vous partager mon écran. Confirmez-moi que ça fonctionne. Là, normalement, c'est bon. Mais je veux juste être certain. Donc, voilà. Aujourd'hui, on parle de la structure des campagnes ridiculement simple pour augmenter tes résultats sans augmenter ton budget ou avoir à créer plus de pubs. C'est un point qui est vraiment très, très, très important. J'en parlais. C'est la base qui peut influencer beaucoup, beaucoup, beaucoup tes résultats. Et je vais partir d'un défi qu'on a encore avec la publicité sur Meta, sur Facebook. C'est qu'on aime ça se croire plus intelligent ou plus intelligente que l'algorithme. On aime penser que la publicité sur Meta, c'est une grosse machine, c'est une grosse usine très, très, très complexe. Et plus on la complexifie, plus elle devient efficace. Un peu comme plus je rajoute des modules dans mon usine, plus ça devient une usine qui est performante. La réalité est un petit peu différente que ça et c'est le gros défi auquel on fait face. On a beaucoup d'options de simplification, puis si vous faites la publicité Facebook, vous le savez, il y a beaucoup d'options de simplification devant nous. Facebook aime ça pousser ces nouvelles fonctionnalités qui nous rendent la vie plus simple, entre guillemets, mais on a toujours la décision à prendre. Quand est-ce que je rajoute un peu de complexité? Quand est-ce que j'en rajoute pas? Et mon but d'aujourd'hui, c'est d'essayer un petit peu de vous aider à démêler tout ça, puis à choisir les bons moments où complexifier la chose, puis se donner du trouble, puis choisir les bons moments où garder ça simple et laisser le travail à l'algorithme. Parce que quand on pense au ciblage, puis à la gestion de ces structures de campagne et de ciblage, on a souvent l'attente initiale, surtout quand on fait de la publicité pour la première fois, qui est les plateformes comme Facebook et Instagram, ils ont beaucoup d'informations sur le ciblage. Je peux être super précis. Donc, je vais cibler super précisément ma clientèle. La fameuse crème de la crème, le top 1% de ma clientèle qui est prête à acheter, qui va me donner tout son argent puis qui va super bien bénéficier de mes offres. Et comme ça, je vais avoir un super taux d'engagement, super taux de conversion. Donc, je cible précisément, j'affiche mes pubs devant les meilleures personnes et j'ai plein de résultats puis j'ai l'air d'un génie. Le défi avec ce ciblage, ce fameux ciblage précis-là ou le ciblage laser, c'est que la réalité, c'est l'inverse. Quand je cible précisément, quand je vais donner des très, très petits créneaux d'audience à Meta,
je vais le limiter. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire augmenter mes coûts. Quand je force Meta à faire quelque chose de spécifique, bien, il va devoir se concentrer dans un petit bassin. Je vais avoir plus de compétition et je n'aurai pas l'aide de l'algorithme. Et c'est un cas super classique qu'on voit. Des entreprises essayent d'être super précis dans leur ciblage. Ils vont se dire, OK, parfait, je sais c'est qui ma clientèle, fait que je vais donner le plus d'infos possible à Meta, je vais être super précis, je vais tester plein de petits segments. À la fin de la journée, ça fait moins de résultats et ça fait des gens qui pleurent sur leur clavier. Et c'est triste parce que remplacer un clavier aujourd'hui, ben, ça coûte cher quand même des fois, surtout si on a un clavier de bonne qualité. Mais c'est encore plus triste parce qu'on perd de l'argent en pub, on perd de la performance parce qu'on ne sait pas où s'arrêter dans la précision de notre ciblage et c'est l'erreur la plus grande que je vois. Par contre, les comptes qui sont bien structurés, les comptes qui vont utiliser le ciblage de la bonne façon et la structure de campagne de la bonne façon, performent toujours mieux que les autres. Vous avez peut-être déjà entendu, même de ma bouche, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire des bonnes pubs, et c'est vrai, mais des bonnes pubs ne performeront pas si elles sont sur une mauvaise base, sur une mauvaise structure. Ça nous est même arrivé, je l'ai noté ici, là, de doubler les résultats d'une entreprise juste en optimisant sa structure de campagne. Une cliente qui est arrivée, qui avait des résultats corrects, on n'a même pas eu le temps de créer des nouvelles pubs, on a optimisé ses campagnes, on a juste changé la façon dont elles étaient placées avec ces vieilles pubs qui étaient là depuis longtemps et ça a doublé ses résultats. Juste de bien se relier à l'algorithme, bien se relier au ciblage, ça a fait cette différence-là. La bonne structure de campagne sur Meta permet de faire 4 choses. Premièrement, impacter réellement tes ventes. Rien de pire que de lancer des campagnes, d'avoir des super bons résultats dans son gestionnaire de pub. Puis vous avez peut-être déjà vu ça. Là. Tu lances tes campagnes, tu as des résultats, un x10, x15 de retour sur investissement. Wow, c'est vraiment excellent. Ton agence t'envoie un email de suivi pour te dire wow, les résultats sont super bons. Puis tu regardes après ça sur ton Shopify ou sur ton Thrivecart, puis tes ventes n'ont pas monté. Ou ils ont monté de comme 5%, tandis qu'ils seraient supposés d'avoir doublé. Rien de pire que ça. Et la bonne structure, ça permet de prioriser des gens qui vont avoir un vrai impact sur tes ventes. Et pas juste afficher des beaux chiffres puis faire semblant que c'est des bons résultats puis être très content devant son gestionnaire de pub, mais vraiment être très content devant son chiffre d'affaires réel et sa profitabilité. Donc, super important de ce côté-là. Ensuite, on veut minimiser le temps de maintenance. On veut utiliser l'algorithme à notre avantage pour que, oui, les tâches qu'on a à faire, on puisse les faire, mais celles qu'on peut éviter de faire, qui n'ont pas de valeur ajoutée, on se les enlève et on laisse l'algorithme gérer à notre place. Il y a un beau jeu ici de limites à gérer pour être certain que je ne fasse pas du travail inutile pour rien parce que le temps que je vais mettre à gérer inutilement des campagnes, c'est du temps que je ne mettrai pas ailleurs, que ce soit pour créer des bonnes pubs ou que ce soit, dans le cas de beaucoup de monde, gérer ma business, m'occuper des 1000 autres priorités que j'ai pour mon entreprise, pour ma boutique en ligne. Donc, on veut minimiser le temps de maintenance. Troisième chose, c'est faciliter le scaling. On veut que quand nos campagnes vont bien, qu'on a le goût de monter le budget, qu'on veut aller chercher plus de gens, qu'on veut aller chercher plus de résultats, ce soit possible. Je vois tellement d'entreprises qui ont des structures super complexes puis qui me disent « Hey, mes campagnes marchent bien, je mets 1000 $ par mois. » Et là, j'essaie de passer à 1200, 1500, 2000 $ par mois et ça ne marche pas. J'ai 10 ventes avec 1000, puis quand je monte à 2000, j'ai encore 10 ventes. Ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Bien, des bonnes campagnes, ça permet de scaler efficacement et ça enlève toutes les barrières de ce côté-là. Et quatrième point, pour moi, le plus important, c'est d'avoir l'air d'un ou d'une génie auprès de tes collègues. Quand on a la bonne structure, des bons résultats, on est souvent une personne avec une très bonne réputation dans l'entreprise. Donc, je me présente, je n'ai pas été très poli, je ne me suis pas présenté. Si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle Charles. J'ai lancé Antilope, qui est une agence de publicité en ligne, il y a maintenant, je pense, 6 ans à peu près. Puis on travaille pratiquement qu'avec des boutiques en ligne et d'autres entreprises qui ont des marques fortes et audacieuses. Ce que je veux dire par là, c'est des entreprises qui se démarquent par la qualité de leurs produits, mais aussi l'unicité de leur marque et l'unicité de leur positionnement. Donc, j'ai mis quelques logos ici, mais on adore travailler avec nos clients et on adore aussi faire du contenu comme ça parce que c'est ce qui nous permet de nous faire connaître d'un côté, mais aussi de propager les bonnes pratiques sur la publicité en ligne. Ça me fait toujours plaisir de parler de ça, tout simplement. Bon, ça, c'est une photo du web à Québec il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. On me dit que je gesticule beaucoup dans mes conférences, dans mes présentations, mais pour les webinaires, j'ai une main sur la souris, fait que c'est un petit peu moins vrai. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir premièrement les changements qui sont produits dans les 6 à 12 derniers mois qui expliquent pourquoi
la structure de campagne qui marchait l'année passée et puis celle qui marche aujourd'hui. On va voir qu'est-ce qui a changé. On va voir aussi les règles essentielles pour une bonne structure. Peu importe ce que tu fais par la suite dans ton gestionnaire de pub, les règles que tu dois suivre, c'est celles-là. Ensuite, on va voir les 3 campagnes maîtresses, les 3 campagnes essentielles pour une bonne structure de vente pour une boutique en ligne. Et j'ai quelqu'un dans le chat qui me dit « Est-ce que c'est vrai autant B2B que B2C? » C'est sûr que la structure que je présente aujourd'hui, elle est 100% adaptée pour les boutiques en ligne, mais les meilleures pratiques, elles marchent pour tout le monde. Simplement, quand tu es en B2B, évidemment, tu ne vas pas nécessairement faire de la vente directe, tu vas plus y aller sur un objectif différent, que ce soit de la génération de leads, que ce soit de la notoriété, mais les pratiques que je vais te présenter fonctionnent aussi. On va aussi voir en point 4 comment répartir son budget, parce que c'est beau avoir des campagnes, mais où est-ce que je mets mon budget, puis quelle campagne que je fais selon le budget que j'ai aussi. On va voir que nos 3 campagnes, on va les utiliser, on va les débloquer au fur et à mesure qu'on augmente notre budget. Donc, très, très, très important. Et finalement, dernier point, on va voir 6 ajouts possibles qu'on fait lorsqu'on augmente notre budget. On commence avec une structure qui est très simple. Ça ne veut pas dire que si je présente 3 campagnes ici, peu importe le budget, je vais toujours avoir 3 campagnes. On a des clients qui en ont 12 des campagnes. On essaie de garder ça le plus simple possible, mais quand c'est utile, on vient rajouter des ajouts et je vais les présenter pour que tu saches un peu qu'est-ce qui est possible au fur et à mesure que tu scales, que tu augmentes ton budget, que tu augmentes l'importance de ta stratégie publicitaire. Je continue. On commence avec les grands changements qui changent tout dans notre structure. Premièrement, l'algorithme publicitaire, à quel point on l'aime ou on l'haït, il est devenu meilleur dans les 12 derniers mois. On a fait une analyse de toute notre clientèle e-commerce dans les 12 et 24 derniers mois pour voir c'était quoi les résultats en 2024, c'était quoi les résultats début 2025, puis c'était quoi en 2023. On a regardé chaque année. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les coûts de pub augmentent à chaque année. On le sait, ce n'est pas une nouveauté, là. Par contre, qu'est-ce qui s'est produit chez nos clients e-commerce? C'est qu'on s'est rendu compte que nos coûts de publicité augmentent. Ça coûte plus cher de rejoindre les personnes, mais nos résultats ont aussi augmenté. Nos taux de conversion, nos retours sur investissement sont restés bons, voire se sont améliorés, malgré le fait que c'est plus dur de faire de la pub. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'algorithme est devenu tellement meilleur qu'il est capable de générer 20% plus de ventes pour 1000 impressions que l'an dernier. Donc, l'algorithme de Meta s'est tellement amélioré qu'il est capable d'aller chercher encore plus les bonnes personnes puis la bonne clientèle qu'avant. Grosse différence, parce qu'avant, l'algorithme, c'est un peu un pile ou face. Est-ce que Facebook va bien comprendre qui aller chercher ou est-ce qu'il va se tromper puis je vais perdre mon argent? Là, ça s'est beaucoup amélioré. Deuxième chose, tu l'as vu si tu gères des campagnes Facebook, si tu as essayé de dupliquer une ancienne campagne, ce genre de choses-là, le ciblage, ça existe de moins en moins. Dès que tu veux cibler des critères d'intérêt, dès que tu veux cibler des audiences locales, si tu en utilises, même dès que tu veux faire du reciblage avec des audiences, des gens qui ont déjà visité ton site, Facebook te dit « T'es sûr que tu veux pas que j'aille au-delà de ces personnes-là? T'es sûr que tu veux pas que ton âge que tu as mis, ce soit juste une suggestion? » Puis il est toujours en train d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Même aujourd'hui, quand tu cibles une ville ou une province ou un État en particulier, il va te dire « T'es sûr que tu veux pas que j'essaye d'aller sur tout le pays? Hein? Laisse-moi donc aller plus large. » Ça fait en sorte que, même si c'est encore possible aujourd'hui de mettre des limites, Meta les enlève de plus en plus, ou en tout cas suggère fortement de plus en plus de les enlever. Moi, j'ai vu tellement souvent des entreprises dans des appels de deuxième avis, c'est comme les petites consultations qu'on fait, arriver puis me dire hey, « je comprends pas, ma campagne ne marche pas », puis on se rend compte que le ciblage qu'on pensait être juste ma communauté, finalement, c'est tout le Canada, juste parce que Meta s'est essayé, puis on ne savait pas quelle case décocher. Donc, super important. Troisième point, considérant tous les lois sur le tracking, la vie privée, la loi 25, le RGPD en Europe, tout ça, les audiences de reciblage. Donc, quand on veut cibler notre communauté actuelle, les gens qui nous connaissent déjà, qui ont déjà visité notre site, par exemple, ces audiences-là sont moins précises qu'avant. Là où avant, Meta pouvait te dire exactement chaque personne, quel site elle a visité, quelle page de ton site elle a visité, tout ça, c'est moins précis. On peut encore recibler, mais ça se fait différemment, puis on va le voir. Donc, il y a 3 règles essentielles qu'on va toujours vouloir appliquer à notre structure de campagne. Première chose, on veut que chaque campagne réponde à un objectif spécifique. Puis quand je parle d'objectif, ce n'est pas juste simple que générer des ventes, mais c'est un objectif qui va se découper, entre guillemets, en 3 types
morceaux, disons. Premièrement, l'objectif d'affaires. Donc, est-ce que je veux générer des ventes, des leads, de la notoriété, etc. Un objectif stratégique. Donc, est-ce que je suis en mode scaling? Je veux que cette campagne-là atteigne les meilleures performances possibles le plus rapidement possible à gros budget. Est-ce que je suis en mode test de variables? On va le revoir. Une campagne de test, c'est différent. Et finalement, la température de clientèle. Si vous m'avez suivi dans les dernières années, quand on parle de température de clientèle, souvent on parle de froid, tiède, chaud. Les gens qui ne nous connaissent pas, les gens qui sont en train de nous apprivoiser, puis les gens qui sont sur le bord d'acheter ou qui ont déjà acheté. Maintenant, on n'est plus dans du froid, tiède, chaud. On est sur un type d'audience. Est-ce qu'on est sur une audience nouvelle qui n'a jamais acheté ou existante qui a déjà acheté? On fait une séparation différente, puis vous allez voir pourquoi ça va aider notre optimisation. Deuxième point, on évite la sursegmentation. L'erreur fatale du début que je présentais, là, de trop micro-cibler et d'aller trop précis, on évite ça. On veut minimiser le nombre de segments d'audience. On peut encore faire des tests, mais ça arrive de moins en moins qu'on va avoir 5-6 ensemble avec plein de petits morceaux d'audience. Pourquoi? Parce que comme je le disais tantôt, Facebook étend les audiences automatiquement. Fait que même si je cible plein de petits créneaux, bien finalement, ça va tout s'overlapper et ça va tout être les mêmes personnes aux yeux de Meta. Donc, ça ne servira pas à grand-chose. Troisième point, on veut utiliser les exclusions à bon escient. On peut encore le faire. Meta a dit qu'il aimerait ça un jour les enlever, mais pour le moment, on peut, fait qu'on va en profiter au maximum. Une des limites qu'on est capable de mettre sur nos campagnes Facebook et sur notre ciblage, c'est des exclusions. Donc, on veut le faire pour exclure les gens qui ont déjà accompli l'objectif désiré. Si je fais une campagne de vente et que je veux générer de la nouvelle clientèle, je veux absolument exclure mes acheteurs, par exemple. On va revoir ça aussi au niveau des exclusions. On arrive donc à nos 3 fameuses campagnes principales ou essentielles pour notre structure pour les boutiques en ligne. On a 3 campagnes, je vais les voir rapidement, puis ensuite j'entre dans chacune d'entre elles, puis j'ai même sorti des screenshots pour montrer un peu plus de détails. Premièrement, on a notre campagne principale. C'est la campagne qui va toujours être présente. C'est une grosse campagne avec les meilleures pubs possibles diffusées à l'audience la plus large possible pour mon marché. Donc, ma grosse campagne, on peut appeler ça une campagne principale, campagne de scale, campagne d'acquisition de clientèle, peu importe, c'est notre grosse campagne principale. Ensuite, on a la campagne de reciblage. Cette campagne-là, si tu fais déjà de la pub, tu vas me voir venir, ça va aller chercher les gens qui sont intéressés par notre marque, qui ont vu notre contenu, peut-être qui ont vu notre blog, qui ont vu des vidéos, etc., mais qui n'ont pas encore passé à l'action et qui n'ont pas acheté récemment. Donc, ça va inclure tous ces gens-là, puis on va concentrer un budget spécifique là-dessus pour être certain que si tu apprends à me connaître, tu vas continuellement voir ma marque jusqu'à temps que tu passes à l'action ou jusqu'à temps que tu montres que tu n'es pas intéressé. Troisième campagne, qui ne va pas arriver dans tous les cas, puis on va le voir, là, ça va être plus sur des budgets plus élevés. On va avoir une campagne de test. Une fois qu'on est sur des budgets plus importants, on va vouloir tester et identifier les variables publicitaires qu'on met en place. Quand on a des gros budgets, on va mettre beaucoup plus de pubs, beaucoup plus fréquemment. Et rien de pire que rajouter plein de pubs et se rendre compte que Facebook ne les teste pas parce qu'il est en amour avec ta vieille pub de l'an dernier qui a tellement bien marché puis que là, qui commence à perdre en performance. Donc, dans la campagne de test, on va venir rajouter chaque variable pour être certain que Facebook lui accorde une importance jusqu'à temps qu'on détermine par nous-mêmes est-ce que ça a marché ou pas. Cette structure-là combine le meilleur des deux mondes. On veut que ce soit facilement gérable, mais performant. Donc, on ne va pas décupler ça en 1000 campagnes juste pour faire 1 million de tests, quoi que ce soit. On va garder ça le plus simple possible, mais quand même, on va se complexifier la vie juste assez pour que les résultats soient les meilleurs possibles. Commençons avec la campagne principale, qui est un peu notre moteur de croissance finalement. La campagne principale, je décris un peu les éléments techniques, puis après ça, j'ai quelques screenshots aussi pour certains détails. Au niveau de la campagne, on va la configurer avec un objectif de vente. Donc, simple, comme j'espère que tes campagnes de vente sont en ce moment. On a un objectif de vente. On va configurer aussi le budget en CBO, donc le budget Advantage maintenant. Donc, le budget, on va le définir au niveau de la campagne et on va laisser Facebook le répartir dans les ensembles de pubs. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du ciblage? Généralement, ça va être aussi simple que d'avoir un seul ensemble de pubs. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'ensemble de pubs qui fonctionne le mieux? C'est un ensemble de pubs avec une audience Advantage Plus. Donc, on crée l'audience avec les bonnes pratiques, ou en tout cas ce que Facebook suggère. Et pour commencer, on va lui donner des critères d'intérêt et des lookalike stacks. Donc, je vais y revenir tout de suite après. Mais côté théorique, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un ensemble de pubs. On va donner plein d'intérêts sur notre clientèle cible. Donc, par exemple, si je cible les gens qui sont intéressés par les téléphones, disons que je vendais des téléphones, je pourrais donner des gens qui sont intéressés peut-être par Apple, par iOS, etc. Et
au niveau des lookalikes, je vais mettre tous les lookalikes que je peux avoir de ma clientèle. Donc, lookalikes des gens qui ont déjà visité mon site, qui ont déjà acheté avec moi, qui ont déjà ajouté au panier, qui ont déjà fait le paiement initié, qui sont sur ma liste email, etc., etc. Ce que ça va faire, c'est qu'en Audience Advantage Plus, Facebook peut aller rejoindre n'importe qui dans le ciblage géographique que tu as mis. Donc, par exemple, n'importe qui au Canada. Par contre, avec tous ces guides-là, tu vas lui donner quand même une bonne idée de OK, je peux rejoindre n'importe quel Canadien ou Canadienne, par exemple, mais voici à quoi ressemble réellement ma clientèle cible pour commencer, pour apprendre un peu à connaître ma clientèle, pas partir un peu n'importe où. Donc, on commence avec ça. Si on a un grand budget, donc un grand budget, ce que je veux dire, c'est si on va mettre plus de 5 000 $ par mois uniquement sur cette campagne-là, par exemple, on peut retirer ces guides-là. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec des plus petits budgets, ça vaut la peine de guider beaucoup Facebook, puis quand on a des plus gros budgets, ça vaut plus la peine, ça va être même plus utile de les retirer et de laisser lui-même s'arranger. Au niveau des exclusions, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple ici, on va simplement exclure les gens qui ont déjà acheté sur la boutique en ligne. Donc, je vais exclure l'audience des personnes qui ont acheté dans les 180 derniers jours et la liste email des acheteurs précédents, idéalement. Comme ça, on va donner le plus d'infos possible à Meta sur les gens qui ont déjà acheté. Ici, l'idée, c'est d'acquérir de la clientèle. Donc, les gens qui ont déjà acheté, oui, c'est important de leur remontrer de la pub, mais pour cette campagne-là, pas vraiment. On veut des nouvelles personnes, on veut des nouvelles acheteuses et des nouveaux acheteurs. En termes de pub, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on y va all-in. On veut beaucoup de publicité. Puis là, vous allez voir, ça ne correspond pas aux meilleures pratiques qu'on voit depuis quelques années. On ne veut pas juste quelques pubs, on n'en veut pas 3, 4 ou 5, on en veut 10, on en veut 20, on en veut 30. On en veut beaucoup. Pourquoi? Parce que les audiences Advantage Plus, les campagnes Advantage Plus fonctionnent différemment qu'avant. Avant, la façon que Facebook répartissait son budget, c'est que si tu lui donnais 10, 20 ou 30 pubs, il allait prioriser les 2-3 meilleurs, puis il allait laisser de côté toutes les autres. C'est vraiment ce qu'on voyait tout le temps, puis c'est pour ça qu'on on mettait pas un nombre trop élevé de publicité. Ce qui se passe avec le Advantage Plus, c'est que Meta va cibler différemment. Chaque pub va avoir son propre ciblage et ça fait en sorte qu'il va un peu mieux tester puis un peu mieux répartir son budget. Sur 10, 20 ou 30 pubs, il pourrait en avoir 10, 15 ou 20 qui ont du budget et qui fonctionnent. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut avoir un inventaire publicitaire plus diversifié, on peut tester un peu plus efficacement et il va être un peu moins obsédé par ses anciens amours. Là, quand je parle d'anciens amours, c'est quand Facebook va partir sur une pub, mettre tout le budget dans une même pub puis la laisser rouler pendant 6 mois, peu importe ce qu'on lui donne d'autre, ça va un peu moins arriver. Il va mieux tester puis c'est pour ça que pour commencer, on peut même déjà avoir une dizaine de pubs et ça va être très très bien. Donc, je continue sur les captures d'écran que j'ai sorties. C'est peut-être un peu petit de votre côté. Je vais essayer de voir si... Je viens de me rendre compte que ça a coupé mon son quand je me suis retiré. Alors, terrible. Je vais essayer comme ça. Voilà. OK, super. Parfait. Donc, j'ai sorti ici un exemple d'une vraie campagne qu'on roule en Advantage Plus pour exactement ce que je parle. Donc, premièrement, au niveau de la campagne, là, je l'ai mis le plus gros possible. J'espère qu'on le voit bien, mais je vais le décrire le plus possible. Au niveau de la campagne, on est en Advantage Plus. Donc, même preuve que ce l'est, là, on a cette petite opportunité de campagne-là qui s'affiche comme étant activée. Pour être en Advantage Plus, il faut avoir le budget en CBO, l'audience en Advantage Plus et tous les placements disponibles. Au niveau des placements, Facebook le gère et c'est très bien comme ça. Pour ce qui est du ciblage, là, c'est peut-être un peu petit, mais c'est exactement ce que je mentionnais. On va venir exclure ici en haut nos audiences personnalisées d'acheteurs. Et au niveau de la suggestion d'audience ici, on va venir inclure des audiences lookalike. Si on voit qu'il y en a vraiment beaucoup, on a mis tout le 1%. Et un peu plus bas, bon, là, on ne le voit pas, mais on vient aussi rajouter des critères d'intérêt. Donc, on est en Advantage Plus. Donc, toutes ces audiences-là, c'est une suggestion, mais c'est comme ça que la campagne va le mieux performer. Super. Je continue. Je vais repasser comme ça, je crois. Voilà. OK, voici la première. C'était la première campagne. On passe à la deuxième, la campagne de reciblage. La campagne de reciblage, comme je le disais, le but, c'est de convertir les gens qui sont en réflexion, mais qui n'ont pas encore acheté. Donc, on a une campagne de vente. On a encore une fois une campagne en CBO. Et ici, au niveau du ciblage,
on oublie toute l'Advantage Plus. L'Advantage Plus, ça dit à Facebook, va rejoindre qui tu veux, qui me connaissent, qui ne me connaissent pas. Ici, on ne veut absolument pas ça, donc ça va être important de passer au travers de tout notre ensemble de pubs et de s'assurer qu'on a décoché toutes les options possibles. Ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va seulement avoir nos segments de reciblage. Je vais y revenir aussi, qu'est-ce que ça inclut. Dans les exclusions, qu'on exclut ici, seulement les gens qui ont récemment acheté sur notre boutique en ligne. Donc, généralement, les 14 à 30 derniers jours. Pourquoi? Parce que cette campagne-là va faire effet de convertir les gens qui sont en cours de réflexion, mais aussi de prendre les gens qui ont acheté il y a peut-être un mois ou deux et de venir les réembarquer dans nos pubs tranquillement et de leur réafficher. On va comme avoir un 2 en 1, convertir les indécis et faire revenir les gens tranquillement une fois qu'ils ont déjà fait leur premier achat. Ici, on n'a pas besoin d'autant de publicité. Ce qu'on voit sur des campagnes de reciblage, c'est que la différence et la variation publicitaire a moins d'impact que sur des campagnes d'acquisition. Donc, on peut en avoir 5 à 10 max avec des concepts, des formats qui sont le plus variés possible. C'est des personnes qui sont en cours de réflexion d'achat, donc on ne sait pas encore quel argument exactement va les convaincre de passer à l'action et tout le monde n'aura pas besoin des mêmes arguments. Fait qu'ici, je vais avoir des témoignages, des publicités dynamiques qui affichent différents produits, des publicités de promos si j'ai des promos en ce moment, des publicités plus classiques qui présentent mes produits, leurs bénéfices, leurs garanties, etc. On veut un peu de tout, c'est vraiment, vraiment important. Qu'est-ce qu'on a comme segment de reciblage? On en a 4 grands. Ça, généralement, ça va tout dans le même ensemble de pubs. Je parlais de ciblage, là. Généralement, cette campagne-là de reciblage, elle peut avoir un seul ensemble. C'est rare qu'on va en avoir 2 ou 3, ou si on en a, c'est pour des raisons très, très, très spécifiques. Donc, 4 grands segments. Les visiteurs du site, on peut se rendre à 180 jours dans le passé, donc c'est 6 mois de personnes qui ont visité le site web. On a nos interactions de réseaux sociaux, ça va jusqu'à 1 an dans le passé, donc tant sur Facebook que sur Instagram, les gens qui ont vu, interagi avec un post, une image, une vidéo, un clic, un commentaire, un j'aime, peu importe, ça s'en va là-dedans. C'est un grand bassin de personnes qui ont déjà eu un contact avec ta marque. On peut aussi recibler les gens qui ont visité ta boutique Facebook ou Instagram si tu en as une. Donc, ça peut être ajouté là. Et finalement, les abonnés à la newsletter, tous tes contacts email, tu peux les mettre dans ce segment de reciblage. Ce qui est très pratique ici, c'est que je parlais tantôt que, bon, avec les cookies et tout, c'est un peu moins bon, mais les interactions de réseaux sociaux, c'est des interactions qui sont natives aux plateformes, donc on ne perd personne. Quelqu'un qui a cliqué sur un lien sur un post Facebook, bien, même si ce n'est pas rendu au site, même si ton pixel n'a pas suivi parce qu'il y avait un bloqueur de tracking, on l'a quand même parce qu'il a cliqué sur un post de ta page. Donc, voilà, très, très important. Puis il y a quelqu'un qui demande comment tu choisis le segment interaction 1 an, c'est dans les options quand tu crées ton ciblage. Donc, là, je vais me remettre comme ça devrait marcher. Qu'est-ce qu'on a dans notre campagne de reciblage? Premièrement, on voit que la campagne de vente Advantage Plus est désactivée. Puis là, quand on désactive la campagne Advantage Plus, Facebook pleure et essaie tellement fort de nous dire de l'activer, puis à quel point tu pourrais être plus riche si tu le faisais, puis à quel point tu te tires dans le pied. C'est normal. On oublie ça et on l'ignore un petit peu. Donc, premièrement, on est comme ça. On est encore au niveau du budget, au niveau de la campagne. Là, ils appellent ça le budget Advantage Plus. C'est pas la même chose, mais voilà. Et au niveau du ciblage, on est ici sur une audience qui est classique. Donc, on voit en haut Advantage Plus désactivé. C'est super important. Si ce n'est pas le cas, il va y avoir un bouton revenir aux options d'audience initiale. Il va y avoir quelque chose comme ça. Et chaque modification que je vais faire, par exemple, si je viens bouger l'âge, si je viens bouger les audiences personnalisées, tout ça, je vais venir, il y aura peut-être une option qui est utilisée comme suggestion. Je vais venir la décocher. C'est super important. Ça dépend des versions de Facebook que vous avez, mais si vous avez ça, on le décoche. On veut que notre auditoire ici, là, dans la définition de l'auditoire, soit sur restreint. Si c'est en rouge, c'est bon, c'est voulu. C'est parce que notre segment de reciblage, les gens qui nous connaissent déjà, c'est limité et c'est normal. Un dernier point au niveau des audiences personnalisées, bien, comme on l'a vu, on vient cibler toutes les gens qui ont déjà interagi avec nous. Puis là, c'est peut-être petit, je ne pense pas que je peux zoomer malheureusement, mais si vous avez des bons yeux, on voit tout en bas, exclusion, achat 15 jours. Donc ici, on est venu exclure les gens qui ont acheté dans les 15 derniers jours, tout simplement parce que quelqu'un qui vient d'acheter, on veut attendre qu'il ait sa commande dans les mains, au moins, avant de lui proposer autre chose, là, le temps de finaliser son achat. Donc, voilà pour le reciblage. Avant de parler de comment on répartit notre budget dans tout ça, je reviens à ma dernière campagne, la campagne de test. Cette campagne-là, le but, ça va être d'identifier nos meilleures pubs et leur donner chacune une occasion d'être testées avec un budget individuel.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'on a encore une campagne avec un objectif de vente. Fine, parfait. Par contre, ici, on va avoir une campagne qui est en configuration ABO, donc pour Ad Set Budget Optimization. Plutôt que de mettre le budget au niveau de notre campagne et de dire à Facebook, répartis ça au travers de tout, chaque ensemble de pubs va avoir son propre budget. Au niveau du ciblage, généralement, ça va être notre meilleure audience qu'on a testée. Donc, généralement, ça va être la même audience à Advantage Plus que ma campagne principale. Donc, une audience Advantage Plus avec des guides d'intérêt, avec des options de lookalike, mais tout ça en mode super large. Facebook va s'en occuper. Généralement, c'est ce qui marche le mieux, puis c'est pour ça que je vous le recommande ici. Oui, ça nous arrive encore de faire des tests d'audience pour trouver les meilleurs segments et tout ça, mais genre 9,5 fois sur 10, vraiment, 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 vraiment souvent, c'est toujours cette audience-là qui marche le mieux et c'est rendu extrêmement rare de voir autre chose. C'est pour ça que je ne vous présente pas d'autres tests d'audience non plus. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception? Non, il y a clairement des exceptions, puis il y a clairement des cas super précis où des audiences plus spécifiques fonctionnent. Mais honnêtement, je ne commencerai vraiment pas par ça, puis je m'inquiéterai pas là-dessus. Au niveau des exclusions, on va exclure les gens qui ont déjà acheté sur la boutique en ligne et la liste email des acheteurs précédents. Ici, on peut se rendre même dans les 180 derniers jours, on peut exclure tout le monde parce que notre but généralement de ces meilleures pubs-là, c'est de voir est-ce qu'on est capable de prendre quelqu'un qui n'a jamais acheté et de le convaincre d'acheter. Donc, voilà. Au niveau des pubs, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça ne va pas être un fourre-tout comme les autres campagnes. Chaque ensemble de publicités va avoir son propre test de variables. Donc, par exemple, je pourrais faire un ensemble de pubs avec son budget et venir tester, disons, un nouveau concept de pub. Je veux faire une publicité vidéo de moi qui présente le produit. Il va avoir son propre ensemble avec des vidéos, peut-être différents textes si je veux tester différents textes, mais son ensemble avec son budget. Puis il y a quelqu'un qui demande c'est quoi LAL? LAL, c'est pour lookalike, donc les audiences similaires sur Meta. Voilà pour ça. Petit exemple, avant de vous montrer les exemples de la campagne, qu'est-ce qu'on fait au niveau du processus de test? Super important. Donc, premièrement, on teste une variable à la fois, comme je le mentionnais. Donc, on ne vient pas tester 8 pubs en même temps dans un ensemble parce qu'on n'aura pas de réponse sur qu'est-ce qui marche le mieux pour vrai. Donc, une variable, un test, et ensuite, j'analyse les performances. Je vais attendre d'avoir suffisamment de données. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que généralement, ce qu'on recommande, c'est d'investir un budget quotidien de minimum 0,5 à 1,5 fois ton coût d'acquisition moyen pour chaque test. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si en moyenne, ça me coûte 100 générer une vente, bien, sur mon test en tant que tel, sur mon ensemble de pubs, je veux mettre au moins 50 par jour et, disons, idéalement 150 par jour et je vais avoir dépensé au minimum 2 à 3 fois mon coût d'acquisition. Donc, si mon coût par vente moyen, c'est 100 par vente, je vais dépenser au moins 200 ou 300 pour évaluer la performance du test. En d'autres mots, je vais donner un budget suffisant à Meta pour que mon test soit vraiment valide. Parce que si mes ventes me coûtent 100 par vente puis que je fais un test à 5 par jour, bien, ce serait normal après une semaine que j'aille générer aucune vente. Je n'ai même pas investi assez pour en générer une sur mes autres pubs qui marchent déjà bien. Fait que je veux donner du jus à chaque test pour être certain que ça marche. Une fois que c'est bon, j'analyse les performances et j'identifie qu'est-ce qui a bien marché. Qu'est-ce qui m'a donné un coût par vente ou un retour sur investissement qui était meilleur que ma moyenne, qui était au moins égal ou meilleur que ma moyenne. Et ceux qui marchent bien, mes tests qui ont bien fonctionné, je viens les prendre et je viens les dupliquer dans ma campagne principale et dans ma campagne de reciblage parce qu'ils ont bien marché. Donc, en gros, c'est comme notre laboratoire de tests. Je viens chercher qu'est-ce qui a vraiment bien marché puis je viens les dupliquer dans la campagne principale. Alors, voilà ici. À quoi ça ressemble concrètement? Ça ressemble à une campagne qui est beaucoup plus difficile à s'y repérer parce que chaque test va avoir son ensemble de pubs. Donc, on se retrouve avec, je vais le grossir encore une fois, on se retrouve avec plein d'ensembles de pubs au travers des mois. Nous, on aime ça les identifier en indiquant le mois. Donc, on fait plein de tests chaque mois et on va avoir un montant dépensé et des résultats pour chacun de ces tests-là au fil du temps. Une fois que la campagne est pleine, je pense qu'on peut se rendre à 50 ensembles de pubs maximum. On en recrée une autre tout simplement. L'idée ici, c'est juste de les retrouver facilement. Et qu'est-ce que ça donne? Bien, dans un test, par exemple, ici, on a fait un test pour Likaware, qui est une de nos clientes, où on est venu tester une publicité versus, par exemple, donc nos produits versus les alternatives. Donc, dans l'ensemble de pubs, notre test, c'est est-ce que ce format-là fonctionne bien? Est-ce que le concept visuel versus marche bien? Donc, les seules 3 pubs qu'on a mis, c'est exactement le même visuel, avec des textes différents quand même pour donner une petite variété puis être certain que si ça ne marche pas, bien, que ce n'est pas de la faute du texte en question. Donc,
Voilà, c'est un des tests qu'on a fait par exemple, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites. On peut tester des accroches spécifiques, on peut tester des landing pages, on peut tester 1 million d'affaires différentes. OK, j'ai vu la question dans le chat notamment. C'était parfait, c'est beau tout ça, mais quel budget que ça prend pour faire quoi? On l'a réparti en 3 grandes étapes. C'est la simplification de tout ça. Évidemment, il y a des petites exceptions, mais je pense que ça va fonctionner pour 80-90% des boutiques en ligne. Si tu investis moins de 2 000 $ par mois, que ce soit 200, 500 ou 1 999 $ par mois, oublie les 3 campagnes, vas-y avec une seule et vas-y avec la campagne principale. Mieux vaut tout regrouper à la même place, laisser Meta s'en occuper et rassembler les données au même endroit. On veut éviter, quand on a un plus petit budget, de se spread thin, d'avoir plein de campagnes avec des petits budgets et que Facebook ne puisse pas nous donner grand-chose. Ça va être vraiment, vraiment mieux de simplifier tout ça. Si tu investis entre 2 000 et 5 000 $ par mois, généralement, ce qu'on recommande, c'est d'avoir la campagne principale qui va avoir 85 à 90% du budget et une première petite campagne de reciblage avec un 10-15% de notre budget. En gros, ce que ça va faire, c'est juste que ça va donner une petite priorité supplémentaire à Facebook d'aller rejoindre les gens qui nous connaissent déjà. Puis là, peut-être que si tu as déjà joué dans les campagnes, tu vas poser la question, oui, Charles, c'est beau, mais la campagne principale, est-ce qu'elle ne fait pas déjà du reciblage? La réponse, c'est oui. Quand on a une campagne de reciblage, ça ne veut pas dire que c'est cette campagne-là qui va faire 100% du reciblage, mais ils vont se partager la tâche et ça va être quand même très utile. Voilà. Finalement, quand on dépasse à peu près le 5 000 $ par mois, c'est là où la campagne de test va entrer en jeu parce que c'est là où ça vaut la peine de tester chacune des mini-variables et d'en tester beaucoup. Puis plus on va mettre de budget, plus on va faire de tests, plus on va aller agressif là-dessus parce qu'on se rappelle, chaque test demande un petit budget. Fait que si je mets juste 2 000 $ par mois puis je fais plein de tests, bien, je vais gaspiller mon budget là-dedans, ça ne va pas me donner les meilleurs résultats possibles. Plus de 5 000 $ par mois, généralement, on va mettre 60 à 70% du budget sur notre campagne principale, 10 à 15% sur notre ciblage et 20 à 30% à peu près sur notre campagne de test. Donc, plus les résultats sont en petit volume ou coûtent cher à aller chercher, plus on va garder une structure qui est simple. Plus mon budget est bas, plus je garde ça simple. Plus mon budget est élevé, plus que ça va devenir intéressant. Puis, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on utilise les mêmes visuels pour les différentes campagnes? Oui, nous, on recommande de tester, disons, campagne principale, campagne de reciblage. Rajoute les mêmes pubs aux 2 endroits, puis ensuite optimise à chaque endroit selon les meilleures pubs qui performent à ces endroits-là. Voilà pour ça. Puis là, j'ai vu quelqu'un qui me demandait, OK, si on fait des publicités bilingues ou si on va chercher un autre marché, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on arrive au bon endroit pour ça. Parce que ces 3 campagnes-là, c'est une bonne structure de base. Puis je pense que pour n'importe quelle entreprise qui investit même jusqu'à 10 000 $ par mois, ça peut être suffisant et ça peut très, très bien marcher comme ça. Surtout si c'est toi qui le gères puis que tu gères aussi ton entreprise à côté, bien, mieux vaut se garder ça simple. Par contre, quand on investit plus, quand notre business commence à croître puis on est comme, OK, j'ai plein d'autres objectifs, tout ça, je m'en vais un peu partout, il y a d'autres choses qu'on peut faire et je présente 6 ajouts qu'on va venir faire graduellement sur les campagnes de nos clients selon les objectifs. Premièrement, une campagne qui est un peu technique, c'est la campagne d'ABA. Donc là, je parle de campagne complètement à part. La campagne d'ABA, c'est la campagne Dynamic Ads for Broad Audiences. C'est une campagne qui est une campagne de publicité dynamique, donc des publicités catalogues. Tu as peut-être déjà vu ça en allant sur un site, tu vois un produit X, puis ensuite tu as des publicités de ce produit X-là en particulier. Donc, la campagne d'ABA, ça va être une campagne qu'on va venir rajouter au fil du temps. C'est une campagne qui peut être super, super, super efficace en acquisition puis en développement de clientèle, mais on va l'ajouter au fil du temps. Deuxième campagne intéressante, là j'y vais vite évidemment parce que ça dépend beaucoup de chaque clientèle, mais c'est pour donner aussi les possibilités. Deuxième campagne qui va être intéressante, c'est la campagne de la clientèle existante. Si tu as un gros bassin de clientèle et que tu sais que ton marché est très, très, très récurrent, je prends l'exemple de notre cliente NovoQueen. NovoQueen vend du matériel pour les techniciennes en rehaussement de cils. Donc, pas les personnes à la maison, mais bien les techniciennes qui offrent leur service. Donc, c'est des gens qui vont, à chaque 3 mois, à chaque 6 mois, se réapprovisionner de produits. Donc, refaire des grosses commandes régulièrement dans l'année. Bien, pour ce genre de clientèle-là, on va avoir une campagne spécifique pour avoir la clientèle existante, pour que les gens qui ont déjà acheté avec nous, il y ait des publicités spécifiques pour ça.
Troisième campagne ou troisième type de campagne qu'on va pouvoir créer, c'est de l'expansion géographique. Tes résultats vont bien, ton marché va bien et tu es rendu à aller rejoindre, par exemple, le Canada anglais ou l'Europe. Ou au contraire, si tu es une entreprise française, tu es prête à aller rejoindre la Belgique. Tu es prête à venir en Amérique du Nord nous rejoindre et finalement nous vendre tes produits, nous en faire profiter. Ici, pour l'expansion géographique, on ne fait pas juste ajouter un pays dans nos campagnes. On va venir recréer une structure à part en commençant par une campagne principale pour chaque nouveau territoire. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas les mêmes pubs nécessairement qui vont marcher, ce ne sera pas la même stratégie et les résultats ne seront pas les mêmes. Quand ça va super bien au Québec puis qu'on va attaquer le Canada anglais, par exemple, ça va prendre plusieurs mois avant d'être rentable et c'est normal. On attaque un nouveau marché qui ne nous connaît pas, etc. Donc, il faut absolument venir faire ça à part pour gérer son budget et ses résultats différemment. Je continue, on a la génération de leads. Donc, pour les entreprises, les boutiques en ligne et tout ça qui sont tranquillement en train de scaler, on va venir souvent rajouter une campagne de génération leads pour rajouter des inscriptions à l'infolettre. On le sait, ce n'est pas tout ton marché qui est prêt à acheter. Généralement, ça va être 1, 2, 3 % des personnes qui visitent ton site qui vont acheter. Donc, on veut une offre gratuite pour tout le 95, 96, 97 % de ta clientèle qui n'est pas prête à acheter tout de suite. Et les inviter à s'inscrire à l'infolette, c'est toujours super intéressant. Des fois, c'est en échange d'un rabais, des fois, c'est en échange d'un cadeau. Je ne m'étalerai pas là-dessus, mais ça va être une campagne qui est à part aussi. Ensuite, on a la campagne ultra froide. Quand tu es à plus gros budget, ce qu'on fait chez beaucoup de clients, c'est qu'on va avoir une campagne qui exclut tout le monde qui nous connaît déjà, qui va mettre 100 % du budget chez des gens qui n'ont jamais entendu parler de nous. Super façon de croître rapidement. Par contre, ça marche vraiment mieux pour des entreprises où les achats se font plus rapidement. Quand on a une entreprise qui demande une longue réflexion d'achat, c'est moins efficace parce que les gens y pensent avant d'acheter, donc les campagnes de reciblage font le plus du travail. Et finalement, une campagne que souvent on passe à côté, mais qui est vraiment très importante, une campagne de notoriété. Quand on se met à avoir des plus gros budgets, ce qu'on veut, c'est que notre entreprise, oui, fasse des profits ce mois-ci, mais ait une bonne croissance et une croissance stable sur le long terme, moins dépendre de Meta aussi notamment. Donc, des campagnes de notoriété, que ce soit avec des articles de blog, l'histoire de l'entreprise, du contenu vidéo, une chaîne YouTube, si tu as une chaîne YouTube, peu importe, des webinaires, tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant aussi à regarder. Comme je l'ai noté, ces ajouts-là sont vraiment considérés quand ton budget dépasse les 10 à 15 000 $ par mois. Chaque ajout doit répondre à un besoin stratégique qui est précis, puis pas juste le faire pour le fun. On ne rajoute pas une campagne pour le plaisir, on le rajoute parce que ça va bien et qu'on a une utilité à mettre du budget supplémentaire ailleurs que juste augmenter mes budgets de mes campagnes actuelles. Donc, c'est pour ça que ça doit être toujours réfléchi, parce que plus tu complexifies pour rien tes campagnes, plus ça va te demander 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de travail pour pas grand-chose à la fin de la journée. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat et on va y aller juste avant pour ça. Je parlais tout à l'heure qu'on voit beaucoup de ces problèmes-là dans les appels de deuxième avis. Les appels de deuxième avis, c'est des petites consultations qu'on fait. Et si tu trouves en ce moment que, hey, pour vrai, mes résultats ne marchent pas comme prévu. Il y avait quelqu'un plutôt au début du webinaire qui disait « ça marchait bien, puis là, ça fait comme 2-3 semaines que ça ne marche plus comme avant. » Bon, ben si tes résultats publicitaires ne sont pas à la hauteur de tes attentes, qu'en ce moment, ton retour sur investissement n'est pas assez bon, ou que tu regardes ça et tu te dis « ça vend, mais j'ai l'impression que ça pourrait vendre un peu plus. Me semble j'ai l'impression que c'est pas juste, on est juste correct, mais me semble que ça pourrait être mieux. » Ben, on a ce service-là qui est un service de deuxième avis. Le deuxième avis, c'est un appel ensemble en partage d'écran où on ouvre le gestionnaire de pub et on passe 1 heure à regarder qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut être testé, comment changer notamment la structure, mais aussi comment améliorer les publicités, comment améliorer le tracking, s'assurer que tout aille bien. C'est pas un audit compliqué. On ne te remet pas de document de 70 pages après avec 1 million d'affaires à faire. C'est un appel simple ensemble. L'appel est enregistré et après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on t'envoie l'enregistrement et une liste claire des 10-15 points que tu dois changer sur ton compte pour améliorer tes résultats. Ça peut se faire si tu travailles déjà avec une agence et que tu veux valider de façon confidentielle que le travail est bien fait. Ça nous arrive souvent de regarder ça et de dire « Hey, pour vrai, il y a peut-être quelques modifs, mais ton agence fait somme toute un bon travail, continue avec eux. » Ça peut être aussi intéressant si tes résultats sont en déclin. Ça ne marche plus comme avant, on veut savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut changer. Et c'est bon aussi si tu veux juste avoir du feedback, que tu gères tes pubs toi-même puis que
hey, ça fait longtemps que tu les as mis à jour, puis que tu es comme, hey, pour vrai, comment ma structure pourrait changer, comment mes pubs pourraient changer pour améliorer mes résultats, ça marche très, très bien. Et en plus, on a une garantie pour cet appel-là. Si on trouve rien à redire à ton compte publicitaire, on te paye 500 $. Donc, soit que tu repars avec des insights et des modifications à faire, soit que tu repars avec 500 $. Donc, c'est quand même intéressant de ce côté-là. Cet appel-là est en rabais jusqu'au 7 juillet. Donc, normalement, cet appel-là coûte 300 $ et jusqu'au 7 juillet, on l'en rabaisse à 199 $. L'été, c'est souvent un moment où on en profite pour prendre un pas de recul. Il y a beaucoup de vacances aussi. Nous, on en profite pour vous aider un petit peu plus à analyser les comptes et s'assurer qu'on reparte l'année, on arrive en août-septembre et on repart tout ça du bon pied. Donc, la promo est là jusqu'au 7. Je vais mettre le lien dans le chat. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais aussi envoyer un email après avec tout ça, puis quelques rappels jusqu'à jeudi prochain. Mais dans le fond, de la façon que ça marche, c'est que pour réserver l'appel, c'est simplement d'aller sur la page, passer la transaction et ensuite, mon calendrier s'ouvre, puis tu peux réserver dans plein de disponibilités. Puis s'il n'y en a pas qui marche, on s'écrit puis on trouve un créneau qui fonctionne. Donc, c'est super simple. Après, on ouvre le partage d'écran, on regarde tout ça, puis on sort généralement comme une bonne dizaine de points de modification. Donc, c'est toujours intéressant. Voilà. Je vois qu'il y avait beaucoup de questions, donc on va s'y attaquer. Voilà. Donc, super. Je vais remonter un petit peu, mais c'est le temps des questions. Là. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Je vais remonter, je vais repasser au travers du chat pour être certain que je sais qu'il y a des gens qui en ont posé, donc n'hésitez pas. Et on va regarder tout ça. Alors, est-ce que les pratiques sont différentes pour les achats en magasin? C'est une bonne question, Guillaume, qui nous posait ça tout à l'heure. Oui, les pratiques sont différentes. Si tu ne fais que des achats en magasin, je ne te conseille pas d'aller sur une structure de vente en ligne parce que, bien, évidemment, tu n'auras pas de vente en ligne. C'est logique. Dans une pratique d'achat en magasin, je vais te faire les grandes lignes de ce qui change. On va être sur un objectif généralement de notoriété, donc juste se faire voir, ou d'engagement avec le contenu. Si tu fais de l'achat en magasin mais que tu as beaucoup de contenu vidéo, un blog, des choses comme ça, mise beaucoup là-dessus et ait un ciblage géographique limité aux gens qui sont près de ton magasin. On est plus sur un objectif général de notoriété. Dans le fond, on veut afficher le plus de contenu possible aux gens qui ne sont pas trop loin, qui pourraient être dans ton marché, pour que le jour où ils ont besoin de toi, ils ne cherchent pas un peu toutes les alternatives dans ton coin, mais ils aillent directement chez toi. Donc, peu importe ce que tu vends, que ce soit un restaurant, une quincaillerie ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Dans une même campagne, on peut avoir plusieurs ensembles de pubs, dont une avec le reciblage. Je ne te le conseille pas, Elisabeth. Je te conseille vraiment d'avoir des campagnes à part, comme je le mentionnais. Donc, ta campagne principale, qui a son ensemble Advantage Plus et tout ça, et ta campagne de reciblage, qui a son ensemble de reciblage un peu plus classique. C'est dur de savoir si Advantage Plus est bon pour nous ou non. Chacun a son opinion là-dessus. Et c'est ce que je t'aurais dit il y a 6 mois. C'était un peu un pile ou face. C'était comme si je décide moi-même, si je laisse à l'algorithme, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Ce qu'on s'est rendu compte dans les 3 à 6 derniers mois, c'est que ça a beaucoup changé. L'algorithme s'est énormément amélioré. Et on va dire qu'il y a encore des exceptions, mais la balance penche beaucoup plus vers l'Advantage Plus. On a même fait des tests super précis de Advantage Plus avec intérêt, Advantage Plus sans intérêt, juste l'expansion d'audience sans Advantage Plus, puis l'expansion d'audience avec les critères sans Advantage Plus. Puis chaque fois, c'est Advantage Plus qui gagne, donc c'est difficile aujourd'hui de ne pas recommander ça. Cela dit, il y a des exceptions, puis c'est pour ça qu'on teste tout le temps et qu'on remet en question toujours les meilleures pratiques. Mais je te dirais que si tu es là, si tu gères tes campagnes, que tu n'as pas des heures et des heures à y mettre chaque semaine, j'irai avec ça parce que c'est comme c'est le low-hanging fruit, puis c'est le truc le plus probable qui va t'amener les meilleurs résultats. Je dirais qu'il y a plus d'enjeux au niveau des types de placements ainsi que de tous les ajouts proposés par l'IA. Tu lèves un bon point, Catherine. Au niveau des placements, nous, on aime ça cocher tout, dans le fond. Tu sais, on va avoir des publicités qui vont s'adapter un peu partout, puis on laisse Facebook gérer. C'est très rare qu'on a des meilleures performances en contrôle en plus, parce qu'on revient au même point qu'au début. Plus j'essaie de contrôler la diffusion, plus les coûts vont monter, parce que plus je vais limiter mon bac à sable. Puis ça se peut qu'il y ait une journée que ce soit un type de placement qui marche mieux, puis une autre journée que ce soit un autre. Fait que c'est difficile de le prévoir d'avance puis de contrôler là-dessus. Puis ce que tu mentionnes sur les
ajouts proposés par l'IA, musique, amélioration des textes, images, etc., c'est un bon point. Chez certains clients, on l'active, chez d'autres, on ne l'active pas parce que ça peut changer un peu la façon dont ta marque s'affiche. Donc, ça dépend un peu de la flexibilité que tu as avec ça. Généralement, ça peut un petit peu améliorer les résultats, mais jusqu'à maintenant, nos tests n'ont pas montré que c'était assez significatif pour te dire active-les tout le temps, puis oublie ta marque. C'est pas non plus ça. Voilà. Il y avait des questions sur Advantage Plus, fait que je vais le résumer juste pour être certain. Ma campagne principale, je suis sur Advantage Plus. Ma campagne de reciblage, non. Donc voilà. Est-ce que le reciblage vu de vidéo est efficace? Oui, mais dans les segments que je t'ai présentés, les interactions avec la page vont les inclure de toute façon. Donc, tu n'as pas besoin de les rajouter en plus. Si je recible les gens qui ont interagi avec ma page Facebook, ça inclut les gens qui ont vu les vidéos de ma page Facebook. Donc, tu peux les mettre, mais ça ne vaut pas la peine. Caroline disait, donc, tu nous proposes de faire un test avant de lancer une nouvelle campagne. Bonne question. Quand tu mets un budget un peu plus élevé, il va falloir tester des nouvelles pubs avant de les ajouter à ta campagne, mais je n'en lancerai pas des nouvelles. Les 3 campagnes que j'ai présentées, ils peuvent te durer 1 an, ils peuvent te durer 2 ans. On va venir jouer avec les pubs qu'il y a dedans. Tu peux en rajouter des nouvelles dedans, mais tu n'as pas besoin de relancer une nouvelle campagne chaque fois que tu modifies tes pubs. Je vais passer sur des réponses. Là, je vois qu'il y a des gens qui se répondaient. Si moi, je veux vendre des billets de spectacle dans ma région, donc c'est important de cibler un auditoire dans notre région, est-ce qu'Advantage Plus va respecter intelligemment notre ciblage? Oui, tu peux choisir ta zone géographique, ça va fonctionner. Assure-toi, s'il y a une case qui t'indique « Utiliser comme suggestion » ou « Permettre d'étendre », de la laisser décocher. Facebook essaie de plus en plus de te pousser à cibler large, fait que ça se peut que même sans Advantage Plus, même avec, peu importe, il y a comme des petites cases comme ça à décocher. Donc, je te laisse surveiller, mais ça devrait marcher. Si l'entreprise a un très, très petit budget publicitaire, c'est plus compliqué de faire les tests. Exact. Je te conseille de rester sur une structure plus simple, donc de ne pas avoir de campagne de test. Donc, tu dirais qu'une campagne avec un gros budget vaut mieux que 3 campagnes avec petit budget. Exact, Gabriel. Pour les pubs bilingues, tu crées un nouvel ensemble par langue, Sandra. Si ton marché est déjà bilingue, mettons que tu vends déjà 50-50 au Canada, anglais et franco, par exemple, tu as 2 façons de le voir. Tu peux, si les différences culturelles sont majeures dans ton produit, tu peux avoir 2 structures complètement à part. Ça va te permettre de mieux analyser puis de gérer tes choses. Sinon, on l'a déjà fait pour plusieurs clients, c'est possible d'avoir des publicités bilingues, donc d'utiliser l'option de langue et de traduire chaque chose dans tes campagnes. Ça va dépendre beaucoup de ta situation, mais je te laisse voir qu'est-ce qui est le plus simple. Si jamais tu n'as pas beaucoup de temps pour t'en occuper, peut-être que cette deuxième option-là, de juste traduire tes pubs puis les laisser dans la même structure, peut fonctionner pour toi. Dans le fond, Facebook va venir prioriser la langue et les emplacements qui performent le mieux, puis garder ça un peu plus simple. Justement, Sandra, tu complétais en disant, considérant qu'au Québec, les gens ont leurs ordi autant en français qu'en anglais, ça, Facebook ne se fie pas juste là-dessus. Il va se fier sur quelle langue la personne parle, point. Donc, avec ton Facebook en français, tu pourrais aussi voir des pubs en anglais si tu es bilingue, par exemple. Fait que ça, c'est pas un problème. Quand on a moins de 2000 $ par mois, irais-tu en démarrant un compte, disons, 3 visuels, 3 leviers de rédaction, peut-être un champ d'intérêt de lookalike? Si tu as un nouveau compte avec un petit budget, je remplirais le plus possible mes intérêts, mes lookalikes, ça c'est sûr. Et oui, j'irai avec quelques pubs. Tu peux en avoir plus que 3. Rien ne t'en empêche d'en commencer avec 5 à 10, mais je commencerai comme ça tranquillement. Comment on fait pour éviter que les résultats des pubs commencent à baisser si on teste rien qu'avec un petit budget? Je ne suis pas certain de comprendre ta question, Molly. C'est sûr que si tu fais des tests, tu vas avoir quand même tes campagnes principales qui roulent à côté. Fait que, si tu parlais de la campagne de test avec des petits budgets sur chaque test, tes résultats ne devraient pas diminuer. Ça va être un budget supplémentaire à part. Puis si jamais j'ai mal compris ta question, tu peux la reposer. Sinon, si jamais il y a une question aussi que j'ai répondu et que vous souhaitez continuer avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Là, j'ai mon email ici. N'hésitez pas. Si on vend des événements dans un lieu précis, bon, j'ai répondu à ça. OK, une question de Lauriane. Allô, Lauriane, j'espère que tu vas bien. Est-ce que si l'algo décide de ne plus montrer notre... Je vais voir si je peux afficher. Ça marche-tu?
Hey, ça marche. OK, parfait. Est-ce que si l'algo décide de ne plus montrer notre publicité à une certaine personne, mais qu'on a une campagne avec un autre produit, est-ce que l'algo va tester chaque campagne pour une personne ou la personne sera exclue de notre ciblage pour toutes les campagnes? Les décisions de l'algorithme sur à qui montrer la pub changent constamment. Fait qu'à moins que quelqu'un a dit je ne suis plus intéressé puis masquer complètement les publicités de cette entreprise-là, Facebook peut toujours changer d'avis puis remontrer ta pub. Généralement, ce qu'on voit, c'est que si quelqu'un n'interagit pas du tout avec ton contenu, Facebook va commencer à le mettre un peu de côté, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Fait que c'est finalement, personne ne va jamais être exclu complètement de ton ciblage, sauf si tu l'exclus manuellement. Disons que quelqu'un a visité ton site puis que tu choisis l'exclusion visiteur de mon site, par exemple. Il y a Joanny qui demande copywriter et GMS qui débute ici, est-ce qu'il est pertinent de faire de la pub en démarrage d'entreprise qui n'a pas encore de site web? Je te le recommande pas. C'est pertinent de faire de la pub en général pour avoir de la visibilité. Fait que site web ou pas, ça peut fonctionner, ça peut t'amener de la notoriété. Par contre, généralement, pour copywriter ou GMS qui démarre, il y a des stratégies qui vont te demander moins d'argent et qui vont pouvoir être plus rentables rapidement pour toi. Parce que généralement, quand on commence, le généralise, je ne sais pas si c'est ta situation, mais on n'a pas des ressources illimitées, puis on veut des premiers clients rapidement quand même. Je te conseille un peu plus de faire des partenariats, peut-être même du démarchage chez des entreprises que tu connais bien, etc. Généralement, ça va avoir des résultats plus rapidement, qui vont te demander moins d'argent, mais peut-être un peu plus de temps ou d'énergie. André qui dit belle démarche, c'est gentil, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut cibler, Sophie demande, est-ce qu'on peut cibler Outre-mer pour des produits numériques? Oui, tu peux cibler où tu veux, Sophie. Je te conseille d'y aller graduellement, de ne pas juste y aller international, let's go, on va partout, parce que généralement, chaque pays, c'est tranquillement développer ta notoriété puis tranquillement faire en sorte que ça fonctionne et que ce soit rentable. Fait qu'y aller partout, c'est pas une bonne façon d'être rentable. Donc voilà. Guillaume demande campagne de notoriété. Les abonnés, ce n'est plus vraiment une statistique qu'on regarde. Non, c'est moins ma spécialité, le côté réseaux sociaux personnels. Par contre, je ne sais pas si vous connaissez Francis Jeté, qui a fait une super conférence à Interface cette année. Puis sinon, allez le voir sur LinkedIn, là, Francis Jeté, J-E-T-T-E, qui parlait récemment justement que aujourd'hui, le contenu n'est plus affiché aux abonnés. Le contenu organique sur Instagram et sur Facebook, notamment, sur TikTok aussi, s'affiche à des gens qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas interagi beaucoup avec toi parce que les algorithmes maintenant veulent garder toujours un effet de nouveauté. Là, je le résume un petit peu. Donc, on ne regarde pas vraiment les abonnés, les gens s'abonnent de moins en moins. Par contre, on va regarder la visibilité qu'on a et la relation que les gens ont avec ta marque. Si tu fais de la notoriété, c'est est-ce que tu vois que les gens ont un bon contact avec toi? Si tu génères des gens sur ta liste email, est-ce que les gens répondent une fois de temps en temps? Tu vois qu'ils ouvrent ton contenu, etc. Puis tout ça, ça doit se transférer en conversion. Ça doit se transférer soit en visite en magasin puis en vente éventuellement, ou je ne sais plus si c'est toi qui vendais des billets en vente de billets. Ça peut prendre plusieurs mois, le temps que les gens s'habituent à ta marque puis créent une relation avec elle, mais ça doit le faire. On ne fait pas juste de la notoriété pour être vu, on le fait pour que ça se transforme en vente, évidemment. Alexandre demande, as-tu l'expérience avec l'e-commerce dans le domaine des meubles ou cosmétiques et de mémoire, comment est-ce qu'il y avait une structure en particulier pour réussir? Je ne suis pas certain de comprendre la deuxième partie, mais oui, on travaille avec des boutiques en ligne en général, là, meubles, pas spécifiquement. Donc, par contre, cette structure-là va fonctionner pour les meubles et les cosmétiques. En fait, évidemment qu'il y a des différences, mais ça va plus se faire au niveau du contenu de tes pubs. Le ciblage va se faire vraiment d'une façon similaire. On a des clients tant qui vont vendre des sous-vêtements que des produits comme NovoQueen que je parlais tantôt, qui vont être des ventes beaucoup plus importantes, puis ça va être remplir du stock pour des techniciens en lash lift. Puis finalement, ça revient un peu à la même structure. Le contenu publicitaire et la stratégie créative va changer beaucoup, par exemple. Tester ABO et scaler CBO, c'est encore valide. Ça rejoint un petit peu ce que je parlais. Ta campagne de test est en ABO, ta campagne principale est en CBO. Fait que oui, grosso modo, oui. Voilà. On ne peut pas faire de campagne de test avec 3 500 € du budget par mois. Je te dirais que tu es sur la limite. Quand je parlais tantôt de mes montants, c'était en dollars. Donc, tu es sur la limite, tu peux commencer tranquillement, mais si tu restes à 3 500 et que tu ne veux pas augmenter dans les prochains mois, je te dirais que ce n'est pas nécessaire. Je ne pense pas que ça va être stratégique pour toi parce qu'il y a une partie de ce budget-là qui va aller sur tes tests et que ça va faire diminuer ta moyenne publicitaire. Parce que quand on fait des tests, il y en a peut-être au moins 1 sur 2 qui ne va pas marcher. Donc, tu vas avoir au moins 1 sur 2 de ton budget, la moitié de cette partie-là qui va te faire diminuer ta moyenne de résultats. Voilà, j'espère que ça répond à ta question.
Je continue sur les questions encore quelques minutes, puis ensuite, je vois j'en ai vraiment beaucoup, donc je vais en prendre quelques autres. Donc, Sophie qui dit « Je suis éducatrice canine et la majorité de nos services sont offerts en présentiel, mais on aimerait lancer une infolette pour nos clients qui ont déjà acheté et pour aller chercher de nouveaux clients. Est-ce que les conseils aujourd'hui sont utiles ou moins parce que c'est pas du e-commerce? Si le but c'est de lancer une infolettre, j'irais plus simple que ce que j'ai présenté. Donc, une campagne principale, mais au lieu d'avoir de la vente, vas-y en génération de leads, mais vas-y sur la même structure, campagne principale, 5 à 10 pubs, disons, là, tu peux en avoir un peu plus, mais dans le cas de génération de leads, ça va peut-être moins utile. Et vas-y comme ça. Pas besoin d'avoir de campagne de reciblage, de tests, etc. parce que tu es sur de l'inscription à l'infolette, ce ne sera pas nécessaire. Michael demande comment attribuer un budget spécifique pour une promotion sans avoir trop de campagne. Je vais dire la règle générale pour une promo, que ce qu'on recommande puis ce qu'on voit qui marche le mieux avec nos clients, c'est aussi simple que de rajouter tes pubs de promo dans ta campagne principale puis dans ta campagne de reciblage. Ce qu'on fait souvent pour ça, c'est qu'en les rajoutant partout, généralement, ces publicités-là vont prendre le relais. Mais à côté de ça, si tu veux, tu peux faire une campagne ou rajouter dans ta campagne de test un budget spécifique pour ces pubs-là. Ça t'évite de complexifier la chose. Mais nous, on aime ça laisser nos publicités classiques actives parce que souvent, ta promotion va être affichée sur ton site. Fait que même si les gens cliquent sur une pub qui n'a pas de promo, mais arrivent sur le site et voient une promo, tant mieux, ça va être une bonne nouvelle pour eux. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, je continue. Il y avait une question pour la campagne principale, devrait-on prioriser le statique ou la vidéo? Je te dirais les deux. On n'a pas de priorité à faire là parce que ça dépend vraiment des comptes et même si tu as un format qui marche mieux que l'autre, le fait d'avoir une variété de pubs va augmenter tes résultats au total. Le fait que les gens voient passer tes publicités et que ce soit varié, ça va augmenter tous tes résultats publicitaires, puis on le voit sur tous les comptes clients. Même quand les vidéos, ça marche le mieux, le fait de rajouter des images en pub, ça booste tous les résultats, y compris ceux des pubs vidéo. Donc, voilà. Molly demande pourquoi dès que je touche ou que je change quelque chose dans mes campagnes, ça tombe en déclin même si la pub que j'ai enlevée ne fonctionnait pas bien. Généralement, les petites modifications ne devraient pas refaire tomber ta campagne en déclin. Donc, c'est peut-être une corrélation qui est peut-être pas exactement celle-là. Peut-être que tes résultats allaient en déclin aussi. Là. Je n'ai pas des campagnes devant moi. Par contre, c'est vrai que quand tu fais une grande modification, l'algorithme va repartir un peu dans son apprentissage. Donc, c'est à prendre en considération. On va éviter de faire trop de modifications à tous les jours. Ça ne servira pas. Voilà. Ça répond aussi à la question de Nicole. Généralement, c'est ça. Je vais passer un peu rapidement. Là, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. N'hésitez pas à m'écrire si jamais je ne couvre pas votre question parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Question ici, pub carousel de Sandra. Est-ce que les gens peuvent se tanner après 2 mois ou je devrais en créer plusieurs pour éviter la fatigue? Événement gratuit, donc peu de budget. Peu importe le type de pub, ce qu'on recommande, c'est de les renouveler régulièrement. À petit budget, tu peux y aller au moins aux 2 mois. Aux 2 mois, on vient recréer des pubs. Je n'irai pas plus loin que ça. Généralement, ce qu'on recommande sur des budgets classiques, genre au moins 1 000 ou 2 000 par mois, essaye de les renouveler à tous les mois. Ça ne veut pas dire d'effacer toutes les pubs que tu as et d'en rajouter juste des nouvelles, mais ça pourrait être, disons que tu as 10 pubs qui roulent, à chaque mois, viens sur tes campagnes, enlève les 2-3 qui marchent moins bien, rajoute-en 2-3 nouvelles, puis laisse ça rouler. On a des pubs, nous, qui roulent depuis 1 an et qui marchent encore très bien, fait que je ne me fierais pas sur une date limite pour chaque pub, mais quand la performance est moins bonne, on l'enlève, on en rajoute des nouvelles, puis on prend un rythme comme ça. Donc, aux 2 mois, c'est correct, c'est une bonne limite, mais idéalement même plus fréquemment. Puis quand on a des plus gros budgets, nous, pour beaucoup de clients, on va y aller 1 ou 2 fois par semaine, voire plus, rajouter des pubs, recréer, retester, ainsi de suite. Parce que plus le budget est élevé, plus tu arrives rapidement de la fatigue, puis plus tu peux tester agressivement aussi. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Là, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, je suis désolé, je vais arrêter là, mais n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur LinkedIn si jamais vous préférez aller par là. Je vais répondre le plus vite possible. Je remets le lien dans le chat aussi du deuxième avis. Donc, j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de questions techniques. C'est le genre de sujet qu'on regarde dans les deuxièmes avis.
j'ai plein de disponibilités en juillet, là, considérant tout ça. Donc, ça peut être intéressant aussi de regarder de ce côté-là. Euh, et puis, ça engage à rien. Là, on en fait plusieurs par mois. Puis, quand on voit que tout est beau, on le dit, on n'hésite pas à, à être transparent là-dessus. Puis, il y a Karina qui demande est-ce qu'il va y avoir d'autres webinaires. On essaie d'en faire à peu près un par mois. Donc, oui. Prochain webinaire, ça risque, là je spoil un peu, mais ça risque de parler de contenu, de pub. Là, on a parlé beaucoup de structure technique. On va plus y aller sur le côté créatif. Donc voilà. Merci aussi aux personnes qui ont écouté en replay jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la description. Et puis, sinon, merci à tout le monde qui a été là. Et on se retrouve dans un prochain contenu. Merci beaucoup. Bye bye.